Cœur de l'être avec Marie-Lou Brousseau. Mesdames et messieurs, bienvenue au Cœur de l'être. Marie-Lou Brousseau avec vous en compagnie de Valérian Fournier à la mise en onde. Aujourd'hui, je reçois le psychologue clinicien. Il a plus de 25 ans d'expérience en psychothérapie. Il s'agit de Jean-François Vézina. Il a obtenu son diplôme de maîtrise en psychologie de l'Université Laval en 1996 et il est actuellement doctorant, toujours en psychologie, à l'Université de Sherbrooke. Il est également auteur de nombreux livres dont on parlera sûrement au cours de l'émission, dont entre autres le succès de librairie Les hasards nécessaires qui parle de synchronicité, notre thème aujourd'hui. Bienvenue à Radio VM, Jean-François Vézina. Hey, c'est gentil, Marie-Lou, je suis content d'être là avec toi. Ben oui. Alors, c'est sûr que ça se pourrait qu'on se tutoie parce que ça fait quand même bien des années qu'on se connaît, là. Tout à fait, oui. Alors, écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Je disais d'entrée de jeu que tu étais psychologue et que tu es spécialisé dans, plusieurs domaines, là, les problèmes relationnels, dépression, stress, etc. Est-ce que tu as une approche qui est assez originale en psychothérapie? J'essaie de plus en plus d'intégrer une nouvelle approche parce que, comme tu viens de le mentionner, je suis de nouveau de retour aux études. Mm-hmm. Et donc, la nouvelle approche dans laquelle je me développe, ça s'appelle la PGRO, mm-hmm. La psychothérapie de gestaltisme des relations d'objets, dans lequel la relation est au cœur du travail. Et ça a toujours été vraiment important pour moi de remettre la relation au cœur du travail dans une société où on a tendance à mettre beaucoup de pouvoir sur les outils, les techniques, puis tout ça. Ben oui. Fait que donc, moi, la qualité de relation que j'essaie de créer dans mon cabinet de psychologue, puis comment travailler la relation, ça a toujours été au cœur de mes préoccupations. Puis là, je me remets vraiment en situation où je retourne sur les bancs d'étudiants, oui, comme si je recommençais à réapprendre mon travail. Et donc, j'intègre l'approche PGRO avec l'approche de Jung. Donc, c'est un petit peu là que je suis actuellement. Parce que c'est quand même intéressant de voir, parce qu'après 25 ans d'expérience en psychothérapie, de retourner sur les bancs d'école, d'université, on va plutôt dire, c'est quand même audacieux, je trouve ça. Félicitations. C'est aussi pour moi de valoriser les institutions. Je crois beaucoup à l'institution, l'université, faire partie de l'ordre des psychologues, pour moi, c'est super important aussi. Mm-hmm. Donc, d'être dans une profession qui est encadrée par un ordre et puis revenir à l'école dans une institution de l'université, pour moi, c'est vraiment important. C'est vraiment aussi pour affirmer mes valeurs, puis aussi accepter de me remettre complètement, il y a une expression qui dit se mettre en danger, mais c'est comme me mettre en position où je suis toujours en train d'apprendre mon métier comme psychologue. Mm-hmm. Et puis là, je suis du côté du chercheur, donc avec un doctorat sur la synchronicité, où j'essaie vraiment de revenir à la base. J'essaie de faire comme si je savais pas c'était quoi la synchronicité aussi. Et donc, il y a le côté chercheur qui ressort aussi. Puis c'est de ce que je voulais te parler ce soir. Oui, c'est ça, on va en parler, puis on va en parler aussi demain parce qu'on est en rediffusion. Mm-hmm. Alors, écoute, ton succès de librairie, ça a été Les hasards nécessaires. Ça s'est vendu à plus de 70 000 exemplaires. C'est incroyable ici au Québec, en tout cas. Et ça a été traduit dans de nombreuses langues. Et ça porte justement sur le concept de synchronicité dans les rencontres avec l'autre. C'est ce qui est important pour nous aujourd'hui parce que c'est notre sujet. Peut-être qu'on pourrait définir largement, parce qu'on va peut-être creuser davantage durant l'émission, mais qu'est-ce que la synchronicité? C'est quoi ce phénomène-là? Donc, d'abord, le mot synchronicité, à la base, c'est un terme qui a été développé par Carl Gustav Jung et Wolfgang Pauli. Donc, il faut bien situer. Carl Gustav Jung qui est un psychiatre et Wolfgang Pauli qui est un physicien. Donc, c'est d'abord une rencontre entre la psychologie et la physique. Et de cette rencontre est né ce mot synchronicité qui aujourd'hui, il veut plus dire grand-chose, je te dirais aujourd'hui ce mot-là. Il est appliqué à toutes les sauces. Je viens de faire un relevé de littérature, là, puis on s'entend pas en sciences, là. On a beau essayer de creuser. C'est sûr qu'il y a bien du monde qui ont des théories sur c'est quoi, mais on s'entend pas
aujourd'hui sur c'est quoi réellement la synchronicité. La validité de ce concept-là en science n'est pas établie. Et donc, c'est un mot qui est un petit peu un fourre-tout, mais à la base, c'est un mot qui est né de la relation entre un médecin psychiatre Jung et un prix Nobel de physique. L'exemple typique, pour arriver à une définition de la synchronicité, l'exemple typique d'une synchronicité, Jung est en consultation avec une patiente. Mm-hmm. Ça plafonne, la patiente est assez rationnelle et donc est un petit peu bloquée au processus de transformation. Elle laisse pas entrer grand-chose de nouveau dans sa vie. Elle est un petit peu comme nos intelligences artificielles d'aujourd'hui. Elle ne voit que ce qu'elle veut bien voir et donc elle fonctionne d'une façon très rigide, très rationnelle, à partir uniquement de ce qu'elle connaît, de ce qui est mesurable et tout ça. Donc, à un moment donné, elle est dans un rêve, elle reçoit un scarabée doré. Mm-hmm. Et le lendemain, dans sa séance de thérapie, donc c'est dans un espace de psychothérapie que le concept a été dans les premiers exemples qu'on a eus. Donc, Jung est en consultation avec sa patiente raconte son rêve. Au moment où elle raconte son rêve, Jung se lève, entend cogner à la fenêtre, c'est un scarabée, se lève, prend le scarabée, dépose le scarabée, dit à la patiente, voilà le symbole de votre rêve. Bang! À partir de là, il y a quelque chose qui se passe. La thérapie débloque. La patiente est toute déstabilisée par cet événement-là. Et la thérapie se met à débloquer. Maintenant, ça, c'est l'exemple typique d'une synchronicité. Puis moi, je me suis servi de cet exemple-là, puis il est toujours cité un peu partout dans les recherches. Moi, je me suis servi de cet exemple-là pour définir la synchronicité dans les hasards nécessaires. Donc, j'ai donné 4 critères. Coïncidence de 2 événements. Dans ce cas-ci, c'est 2 événements qui arrivent à peu près dans la même fenêtre temporelle. Hein. Mm-hmm. Ça, là-dessus, Jung et Pauli sont beaucoup astinés sur ça tombe en même temps, ça coïncide en même temps. C'est pas tout à fait en même temps. Là. Parce qu'il y a un rapport entre le temps et la synchronicité, finalement. Tout à fait. Bon, dans les récents développements, on se rend compte que le temps est une propriété émergente. C'est-à-dire, à la base, dans l'inconscient, il n'y en aurait pas de temps dans l'inconscient collectif, puis au plus profond de la matière, il n'y en aurait pas de temps. C'est une propriété qui est émergente. Donc, ça fait pas de sens de dire que ça tombe en même temps si on veut aller au niveau de la synchronicité à la base. Donc, c'est pas tout à fait en même temps. La patiente rêve, et le lendemain, elle rapporte son rêve, et là, Jung dit c'est ça le symbole. Si la patiente avait vu le scarabée d'abord, et ensuite elle aurait rêvé du scarabée, on serait dit, la séquence est inversée, mais on connaît ça, cette séquence-là. Et donc, on n'aurait pas parlé de synchronicité. Fait que ce qui est un peu bizarre dans ces événements-là, c'est qu'il y a une espèce de correspondance, c'est pas tout à fait toujours une coïncidence, mais c'est une correspondance d'événements qui suit une séquence qui est un peu bizarre. Cette séquence-là, on sait quoi, d'où ça vient. Donc, il y a coïncidence, une séquence d'événements, forte charge émotionnelle, patiente déstabilisée. Ça, dans toutes les recherches, je viens de faire mon relevé de littérature pour mon projet de recherche, on s'entend là-dessus. Quand il arrive un événement comme ça, là, il se passe, c'est quoi, là, tu sais, il y a quelque chose d'émotionnel. La forte charge émotionnelle qui est vécue dans une synchronicité, selon Jung, ça serait une activation d'archétypes. Maintenant, c'est une hypothèse jungienne, ça, l'activation des archétypes. En PGRO, on va dire quand il y a une forte charge émotionnelle, c'est qu'il y a un enjeu qui est déplacé, qui est vécu par le patient et sa cliente. Donc, la charge émotionnelle est importante dans une définition de la synchronicité, ce qui nous permet d'établir que c'est une réelle synchronicité dans l'état des choses, ce qu'on essaie de comprendre, ça transforme quelque chose. Ça crée, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose, il y a un point de pivot, il y a un point de jonction qui se passe. Et ça, dans la littérature, on s'entend à peu près là-dessus. Même si on donne pas toujours une définition claire, la charge émotionnelle, puis le fait qu'il y a quelque chose qui est transformé par l'événement, ça nous donne des indicateurs qu'on est peut-être en présence de quelque chose qui est bizarre, qu'on ne sait pas encore trop c'est quoi, et donc on essaie d'inscrire dans une démarche rigoureuse. Et le 4e critère que j'avais donné dans les hasards nécessaires, c'est que ces genres d'événements pivots dans nos vies, ce genre de rencontres pivots dans nos vies, se produisent généralement dans des entre-deux. Dans des lieux de transition, soit dans des lieux physiques de transition, des aéroports, des gares, dans le train, dans l'autobus, ou dans des événements transitoires de nos vies. L'adolescence, une peine d'amour, une période de transition de vie, la quarantaine. Fait que ça, moi, quand j'ai écrit les hasards nécessaires, c'était toutes des intuitions.
j'ai mis ça là, puis je dis, on va essayer, ça fait 25 ans, là, je dis, on va essayer de voir si c'est vraiment... Puis moi, je peux pas utiliser mes exemples comme clinicien, parce que moi, je suis lié par le secret professionnel. Fait que je peux pas... c'est ça que je fais des recherches là-dessus avec d'autres thérapeutes. Alors, on est en train de monter notre devis de recherche en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, l'Université l'UQAM. Donc, on est en collaboration, donc, les deux universités qu'on collabore ensemble, pour essayer de créer un devis de recherche. Pour essayer, on va aller voir ça sur le terrain. Comment les thérapeutes fonctionnent avec ce genre d'événement-là, qu'on soit d'orientation jungienne ou qu'on soit pas d'orientation jungienne. Comment on travaille ce genre d'événement-là? Et c'est ça qui m'intéresse maintenant. De voir comment on attribue du sens à ça. Ben c'est ça. Ben ça serait ma question, en fait, parce que comment on attribue du sens, par exemple, dans l'exemple de Jung puis sa patiente, qu'est-ce qui fait qu'on donne un sens à un événement, alors qu'on peut aussi se leurrer en donnant un sens pour se conforter? Ah, c'est ça la belle question, Marie-Lou. Comment le sens émerge, comment il est attribué? Tu sais, là, l'exemple de Jung que tout le monde utilise, tu vas trouver n'importe quel livre de psychopathe, tout le monde va te parler du scarabée, il y a même du monde qui en font une mascotte, aussitôt qu'ils voient un scarabée, tu sais, ça devient une espèce d'obsession scarabée, tu sais. Mais à la base, faut pas oublier que Jung est dans une certaine relation de pouvoir avec sa patiente. Et donc, il peut avoir un effet hypnotique. La patiente est hypnotisée par l'événement. Elle est déstabilisée par l'événement, puis Jung va y aller de son interprétation, il va pousser son interprétation en disant le scarabée, c'est un symbole de transformation chez les Égyptiens. Attention, moi je l'aime beaucoup Jung, mais attention quand on va trop vite de donner une interprétation. Il l'impose, en fait. Ben, il y a toujours un risque. On sait pas, on n'était pas dans le bureau entre Jung et sa personne. Personne n'était là, tu sais. Mais on peut supposer que puis il peut avoir ça le problème. Des fois, c'est un peu ma critique de l'approche jungienne que j'adore. C'est quand on va trop vite pour attribuer du sens, comme dans ce cas-ci, Jung qui dit scarabée égale symbole de transformation égyptien. C'est un archétype de transformation, le scarabée, on s'entend. Mais quand on lit là-dessus, puis là, mon relevé de je me suis intéressé beaucoup notamment à Roderick Mayne. Roderick Mayne, qui est un sommité dans le domaine de la synchronicité en Angleterre. Lui, il dit attention, Jung, il était avant cet événement-là, il a reçu lui aussi un scarabée dans sa propre vie aussi. Et donc, il fait l'examen du rapport de Jung avec le scarabée, puis tu sais, c'est peut-être aussi pour Jung aussi, la synchronicité aussi, ce scarabée-là, puis surtout que c'est devenu l'exemple mascotte de son concept. Mais c'est une projection, finalement, c'est une projection de son propre vécu. Ben, c'est ça qui est touché. Puis quand arrive une synchronicité, puis moi, c'est pour ça que je veux essayer d'étudier ça dans l'espace de rencontres thérapeutiques, parce que des coïncidences dans nos rencontres dans la vie de tous les jours, on en a. Tu sais, tu as vu les hasards nécessaires. Moi, à un moment donné, je parlais des abeilles. Dans ma propre vie, il y avait des abeilles. Puis à un moment donné, whoop, ma relation avec ma blonde de l'époque, j'ai un choix à faire. Whoop, il y a son cheveu. Elle avait un cheveu rouge qui s'enroule dans une abeille morte. C'est Colin, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, fait qu'il y avait... Le symbole d'abeille était super présent dans ma relation avec elle. Puis j'en ai fait, pour moi, l'exemple fondateur des hasards nécessaires aussi. C'est-à-dire être curieux des symboles qui émergent dans nos relations. Les thématiques qui émergent dans nos relations. On doit rester curieux, mais de ne pas aller trop vite quand vient le temps d'imposer son sens. Quand tu parles d'être curieux des symboles, je me demande dans quelle mesure c'est important d'attribuer un sens à un événement qui serait de la synchronicité. Est-ce que c'est important d'attribuer un sens? Pourquoi on a ce besoin-là fondamental au lieu de juste dire « Ah, ben, il y a un scarabée », par exemple? Génial. Merci, Marie-Lou, parce que tu me permets de parler de mes propres rencontres. Je te mentionnais à la blague, tout à l'heure, on se parlait de proposer aux gens, faites le bilan de vos rencontres des 25 dernières années. C'est quoi les rencontres vraiment importantes dans vos 25 dernières années? Puis des fois, ça te donne des indices sur quoi c'est quoi les enjeux. Puis moi, il y a une rencontre qui était très importante depuis 25 ans. C'est Sébastien Boller qui dirige la revue Cerveau et Psycho. On a eu l'occasion de travailler ensemble dans la revue Cerveau et Psycho. J'invite les gens qui veulent avoir des articles qu'on a écrits ensemble, notamment sur la psychologie et le cinéma. Sébastien Boller, c'est une rencontre vraiment importante dans ma vie. Puis là, tout récemment, il vient de publier un livre, Où est le sens? Sur le besoin de sens, que je recommande à tout le monde. C'est un neuroscientifique, un vrai. Quand je dis un vrai, ça veut dire il n'y a pas de programme de formation à vendre, parce que souvent, tu mets neuroscientifique aujourd'hui, puis ça fait super vendeur. Là. Mais lui, c'est un vrai. En tout cas, selon moi, c'est un vrai dans le sens qu'il n'y a rien à vendre. Et donc, son livre, Où est le sens? Il s'est interrogé là-dessus. Comment naît le besoin de sens dans le cerveau?
Puis il a fait des recherches, puis selon lui, ce serait associé à une structure dans le cerveau, d'où son livre « Où est le sens ?». Le besoin de sens serait attribué ou serait associé à une zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Donc ça, c'est au niveau physiologique. Maintenant, qu'est-ce que ça fait, ça, dans le cerveau? C'est toujours en train de checker ce que je prévois, ça arrive dessus. Ce que je prévois, ça arrive dessus. Donc, le sens, à la base, au niveau très, très basique, là, ça nous permet de nous adapter dans une société où le sens de ce que je pense qui va arriver, ça va coller à peu près avec ce que je pense qui va arriver. Autrement dit, dans notre cerveau, on est habitué régulièrement de toujours prévoir, d'une certaine manière, ce qui va arriver. C'est quand ce que je prévois n'arrive pas que là, hop, il se passe quelque chose dans le cerveau. Une coïncidence, une crise, la pandémie, par exemple. Hein, là, on n'a pas prévu ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on est devant quelque chose qu'on ne connaît pas? Fait que le besoin de sens est intimement lié à prévoir ce qui arrive. Mais il arrive des événements qu'on n'a pas prévus. Exact. Il arrive des événements qui nous déstabilisent. Et notre cerveau, il est bien dompté. Il est habitué de toujours ramener à ce qu'il connaît. Et puis, une des hypothèses que je propose, puis que je suis en train d'explorer, c'est quoi qui fait qu'on accepte la nouveauté dans nos vies? Qu'est-ce qui fait qu'on fait entrer quelque chose dans nos vies de nouveau? On fait entrer du nouveau monde, alors qu'on est de plus en plus programmé à ne voir ce qu'on est habitué de voir. Et là, ça fait juste commencer. L'intelligence artificielle, ça va nous donner exactement toujours ce qu'on va vouloir. Fait que notre cortex singulaire antérieur, ça c'est l'hypothèse de Boller, attention, là, dans les prochaines années, là, ça sera pas évident de fonctionner dans une société où on fait entrer de la nouveauté. On est beaucoup plus facilement habitué, puis on le voit dans les réseaux sociaux, à ne fitter qu'avec le monde qu'on connaît, puis ce qui nous dérange, ce qui n'est pas tout à fait comme on a prévu, ça vient fucker notre besoin de sens, si tu me permets l'expression, puis ça vient nous déstabiliser. Fait que donc, c'est là qu'on est. Oui, peut-être que la synchronicité, c'est un principe de créativité qui vient mettre de la nouveauté, qui te dérange, qui vient pas juste faire ton affaire à toi. Et c'est là que c'est difficile. Parce que des fois, souvent, c'est « Ah oui, c'est toujours pour moi, c'est toujours pour mon bonheur. » Oui, peut-être, mais peut-être que ça vient te déstabiliser pour d'autres raisons que ça. Fait que c'est là qu'on est. Mais si une personne lâche, bon, parce que je comprends toute la dynamique là au niveau cérébral et tout ça, mais si une personne lâchait l'idée du besoin de sens. Oui. Parce c'est fondamental. Moi, je me souviens, une fois, j'ai reçu au moins 10 livres là, dans les services de presse, puis j'ai juste tourné les pages, regardé les 4e de couverture, et chacune cherchait du sens. Ouais, alors, on a trouvé du sens, on va faire du sens, on va fabriquer du sens, il y a du sens. Il y avait du sens partout, puis à un moment donné, je me suis dit, oui, mais est-ce qu'on peut aussi, je pense que je t'en ai déjà parlé, rester dans le non-sens, juste être présent à ce qui a du sens, puis qu'il n'y en a pas, mais qu'il n'y en a pas, ou qu'il n'y a rien, tout simplement. Pourquoi fabriquer du sens? Pour combler un vide ou? C'est là que, moi, dans mon approche psychothérapeutique, dans mon bureau, on va être curieux quand il n'y en a pas de sens. On va laisser vibrer un petit peu le non-sens pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Donc, de tolérer qu'on ne voit pas le sens, de tolérer qu'on ne comprend pas tout de suite le sens, comme individu puis comme société, moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on a besoin pour pouvoir mieux répondre à notre besoin de sens, puis pas tout de suite coller quelque chose à notre besoin de sens ou se faire vendre un processus de sens par quelqu'un qui a déjà eu du sens puis nous le vend. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie du sens, c'est très payant, là. J'ai vécu une dépression, j'ai trouvé comment m'en sortir. Après ça, je vends ma technique pour me sortir de ma dépression, puis je mets l'accent tout sur la technique si vous utilisez cette technique-là. Tu sais, quand tu parlais tantôt la puissance de la technique, aujourd'hui, on donne beaucoup de pouvoir aux techniques pour répondre à nos besoins de sens. Mais à un moment donné, la technique peut pas nourrir notre besoin de sens fondamentalement. Fait que c'est un beau besoin, c'est un besoin super important, le besoin. Parce qu'en fait, le besoin de sens, ça peut être aussi une forme de contrôle, une manière de se rassurer sur quelque chose qu'on n'a pas d'emprise. Puis c'est là, puis si tu lis Boller, c'est là qu'il va. Il dit, lui, comment que dans notre cerveau, on s'est organisé à avoir des structures pour répondre à nos besoins de sens, c'est effectivement, par exemple, les croyances. Les croyances, ça nous donne une impression qu'on a du contrôle sur l'événement. Tu sais,
J'en parlais dans les hasards nécessaires. Là. Si je marche sur la rue, puis j'évite de piler sur les lignes de trottoir, puis je me rends à mon rendez-vous galant, ben je vais peut-être penser plus facilement que cette personne-là m'est destinée que si je pile sur les lignes du trottoir, puis que finalement, j'arrive pas à contrôler tout ce qui arrive. Et c'est dans ce sens-là que la relation amoureuse devient un espace extrêmement insécurisant pour notre besoin de sens. L'autre, il fait pas exactement toujours ce qu'on veut, fait qu'on se met à chercher du sens partout. Récemment, je disais, parce que bon, dans la littérature, c'est sûr, j'essaie de vérifier aussi ce qui se fait dans la psychopop. Moi-même, j'étais dans la psychopop, puis je me mets je mets mes propres idées en confrontation, je me mets moi-même en confrontation avec mes propres idées du psychopop, mais souvent, tu trouves dans le psychopop des exemples. Récemment, je disais quelqu'un qui disait, j'étais très anxieuse à me rendre à un rendez-vous galant, on s'en va au cinéma, on sort du cinéma, elle écrit ça dans son livre, c'était en conférence que je l'ai vu, et là, en sortant du cinéma, on voit une affiche, restons amis. Ah, OK. Fait que premier niveau, c'est ça, c'est OK, mon affiche me dit restons amis, on se pose pas plus de questions sur notre capacité de nous engager avec l'autre, puis on répond à la commande de restons amis qu'on voit sur l'affiche en sortant du cinéma. Fait qu'il y a un risque, quand on a besoin de sens, puis on est vulnérable, de très rapidement répondre à ce besoin-là d'une façon mécanique. On a une propension à surinterpréter les actes, puis les paroles. C'est en fonction, si on revient à notre cerveau, il essaie de réduire le plus possible le chaos, il essaie de réduire le plus possible l'incertitude, parce que ça dépense beaucoup d'énergie. La conscience, là, ça c'est Mark Solm, c'est un autre neuroscientifique qui est super intéressant. Lui, selon lui, la job de la conscience, c'est de réduire le plus possible le chaos puis l'incertitude. Il y a plusieurs théories sur la conscience, mais ça, c'en est un qui est assez reconnu au niveau scientifique actuellement. Puis lui, il dit la job de la conscience, c'est réduire le plus possible l'imprévu à quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on connaît. Mais c'est ça. Le libre arbitre disparaît un peu à ce moment-là, non? Le piège du libre arbitre, c'est de croire qu'on a du libre arbitre quand on peut contrôler des synchronicités. Là, je veux pas entrer là-dedans, mais il y a toute une école en France en ce moment, j'appelle l'église de rétrocausologie, qui eux autres, selon eux, ce qui cause la synchronicité, c'est le futur. Le futur cause nos synchronicités. C'est une hypothèse intéressante, mais elle n'est pas du tout validée scientifiquement. Moi, récemment, j'assistais à une conférence d'Alain Aspect, prix Nobel de physique, où il parlait d'intrication, puis ces mouvements-là de rétrocausalité, il y a tout de la rétrocausalité qui vient en compte. En tout cas, lui, Alain Aspect, il est contre ces idées-là. Mais tu sais, de réintroduire la causalité dans le futur qui me cause quelque chose, il peut y avoir des pièges, là, quand on veut trop utiliser la causalité. Fait que c'est un sujet, puis moi, je me mets, puis là, ces temps-ci, je me fais pas bien mener par bien du monde dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, puis mon but, c'est pas d'être aimé, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie d'avoir un regard le plus critique possible, surtout quand on réintroduit la causalité d'une autre façon. Là-dessus, Jung puis Pauli étaient des fois même en conflit. Pauli régulièrement, puis lui, Pauli, c'est prix Nobel de physique quand même. Attention quand vous allez trop vite en disant que c'est les archétypes qui causent la synchronicité. Attention, allez pas trop vite. La causalité, c'est quelque chose qui est très lié au temps et à l'espace. Mais peut-être qu'il y a d'autres principes que la causalité qui les évitent. Alors à ce moment-là, quand on pense à ce qui s'est passé pendant la pandémie, qu'il y a eu, tu sais, on suspectait des complots, des conflits d'intérêts, on attribuait toutes sortes d'intentions. À ce moment-là, on n'est pas dans notre vérité, on est dans un désir de synchronicité, mais on n'est pas dans la synchronicité. C'est ce que j'ai trouvé malheureux. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai perdu beaucoup d'amis pendant la pandémie, qui étaient justement des adeptes de la rétrocausalité, puis de la causalité, qui avaient trouvé c'était quoi le sens de la pandémie, puis essayaient de le propager devant. Attention, effectivement, quand on est dans du chaos comme ça, allons pas trop vite pour imposer notre peur, puis encore là, c'est mon côté clinicien qui m'amène à chercher ça. Dans les recherches sur la synchronicité, il y a des liens entre une certaine tendance à la paranoïa. Donc, la paranoïa, c'est d'attribuer du sens à tout. D'attribuer du sens à tout ce qu'ils voient. Puis les gens qui s'intéressent à la synchronicité, on doit être vigilant par rapport à ça, parce que parfois, on peut se mettre à vouloir attribuer tellement de sens à tout qu'on peut tomber dans la paranoïa. Puis ça, là-dessus, j'en parle dans mon devis de recherche. C'est la tendance qu'on appelle la détection d'agents. Quand on voit quelque chose dans la nature qu'on comprend pas, tout de suite, on a tendance à lui attribuer une intention humaine. C'est plus facile pour notre cerveau de dire hey, c'est une intention humaine qui doit être derrière ça. Ça calme notre cortex singulaire antérieur. Ça le calme. OK, c'est correct, il y a un humain derrière ça. OK, je suis calmé.
Mais le piège, c'est que si je vois toujours de l'humain derrière tout, ben, je peux devenir paranoïa. Fait qu'il y a des risques à ça aussi, effectivement. Mais on peut faire un lien aussi entre la synchronicité puis pardon, la présence d'émotions qui sont intenses. Parce qu'habituellement, la synchronicité, on la verrait pas si on n'était pas dans un état de grande réceptivité, peut-être pas, mais que ça nous surprend tellement que l'émotion devient immense, intense. Voilà, et c'est en ce sens-là que nous, comme cliniciens, on observe, OK, il y a une charge émotionnelle là, qu'est-ce que ça réveille? Et c'est possible que ça réveille des complexes dans la personnalité ou éventuellement des situations archétypales. Donc, quand on dit une situation archétypale, c'est une situation qui est un point pivot dans la vie de la personne. Et là, la personne est dans un point pivot de sa vie, puis la charge émotionnelle l'informe que ça serait intéressant de regarder cette situation-là sous un autre angle, sous un nouvel angle. Moi, la façon dont je travaille les émotions en thérapie, c'est que ça donne toujours de l'information sur l'état des besoins. C'est ça la job des émotions. Les émotions, quand j'ai peur, ça m'informe que j'ai un besoin de sécurité. C'est ça la job des émotions. Fait que, comment on va traduire une peur en besoin de sécurité? Ben, c'est là qu'on peut tomber dans, quand je contrôle, je suis en sécurité. Contrôle, c'est pas un besoin. C'est un moyen que je prends. Ça devient une croyance aussi. Puis ça peut devenir une croyance. Là, si je fais ci, si je fais ça, tu sais, la superstition, ça nous donne une impression de sécurité. Mais c'est seulement qu'une impression la plupart du temps. On va à la musique, Jean-François Vézina. On va écouter Annie Song de John Denver. On revient tout de suite après. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come, let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms, let me lay down beside you, let me always be with you. Come, let me love you, come love me again. My senses, like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Alors voilà, je suis de retour avec Jean-François Vézina, psychologue et même doctorant en psychologie en ce moment. Jean-François, je me demandais dans un processus de psychothérapie que vous faites tous les jours ou presque, pourquoi mettre l'accent sur une co-construction de sens? Le besoin de sens est quelque chose que je respecte beaucoup chez le patient qui vient me voir. En fait. Okay. Fait que j'essaie
toujours d'être vigilant, de pas lui imposer mon sens. Et c'est ce qui fait, par exemple, des détails très, très techniques que les gens qui ont lu mes livres, souvent, ils vont être déçus. Parce que quand ils viennent en thérapie, je ne fais pas de conférence sur la synchronicité, puis je vends pas mes livres ici, puis j'essaie d'avoir vraiment une différenciation pour que la personne soit d'abord curieuse de qu'est-ce qui l'amène dans mon bureau. Donc, le sens de ce qui l'amène dans mon bureau, et de rester le plus curieuse possible de comment elle s'occupe de son besoin de sens. Donc, pourquoi c'est si important la co-construction de sens? C'est des approches plus phénoménologiques, en recherche, mais aussi dans le travail thérapeutique. C'est pour nous assurer que le besoin de sens est répondu d'une façon qui va être satisfaisante pour le client, et c'est pas seulement pour le thérapeute, qui très souvent est piégé dans « je vais te vendre ton interprétation » ou je vais te proposer quelque chose qui fait plus l'affaire du thérapeute que de la personne qui vient consulter. Et ça, malheureusement, on le voit trop souvent, que le sens vient plus du thérapeute, puis à ce moment, on embarque la personne dans notre théorie, on embarque... Donc, pour répondre à ta question, c'est par respect de la personne qui est souffrante et qui vient me voir, la co-construction de sens, c'est une vigilance de s'assurer que le sens se construit dans la relation. Moi, je crois beaucoup à la relation, comment la relation thérapeutique est l'espace dans lequel les vrais changements peuvent se faire. En PGRO, on dit, on répète, on reconnaît. Puis à un moment donné, on peut réparer. Fait que la personne qui a des problèmes de sens ou qui a de la misère à répondre à son besoin de sens, ça peut prendre du temps quand elle est en thérapie à répéter des affaires, à répéter des affaires, puis elle les répète avec nous en thérapie, là, elle répète, puis à un moment donné, elle se met à reconnaître quelque chose. Puis là, c'est là que c'est tough pour nous. T'sais, on voudrait aller vite. Ah, regardez, avez-vous vu ça? Fait que donc, non, restons le plus témoin possible de comment la personne va reconnaître quelque chose, puis éventuellement réparer, mais d'une façon beaucoup plus solide que si c'est moi qui lui impose le sens. En début d'émission, tu parlais d'archétypes. Est-ce que tu peux me donner plus une définition dans le processus de psychothérapie? Les archétypes, dans une approche jungienne, moi je fais pas de psychothérapie typiquement jungienne, donc moi c'est plus une approche humaniste, donc comme je disais, plus de type PGRO, mais quand on travaille avec les archétypes dans une psychothérapie vraiment jungienne, ça va être beaucoup par les rêves, où ces patterns-là, on va essayer de les détecter dans les rêves. Et un archétype, c'est un motif qui se répète dans différentes cultures et qui porte un noyau qui va avoir une thématique universelle. La meilleure image qu'on peut avoir d'un archétype, ça nous a été apporté par l'image du flocon de neige. Puis je trouvais ça intéressant parce que récemment, on voyait Ubariz malheureusement qu'on a perdu. Ubariz s'est intéressé à Jung, hein, tu sais, qui a écrit sur la synchronicité avec Michel Cazenave qui a écrit la préface des hasards nécessaires. Ubariz donnait l'exemple du flocon de neige pour parler de comment la nature fonctionnait. La nature, c'est un mélange entre le hasard et le déterminisme. Donc, le flocon de neige, on n'a jamais exactement deux flocons de neige de la même façon, mais les flocons de neige ont toujours tendance à faire 6 pointes. Donc, c'est un peu l'équivalent dans la nature d'un archétype. Un archétype, c'est comme un point, c'est comme une pointe, un point d'attraction qui va être universel, mais qui va avoir des variations selon les cultures. Il va avoir un nœud qui va être commun. Capacité, par exemple, de former, comme un flocon de neige, toujours 6 pointes. Mais en même temps, qu'il y a cette tendance-là à former une certaine structure, il va y avoir de la variabilité. Donc, on pourrait dire que c'est comme un flocon de neige, un archétype. C'est ce qui va préfigurer une formation qui va à la fois respecter le hasard et le déterminisme. C'est un point de jonction entre le hasard et le déterminisme aussi. Est-ce qu'il y a une place à l'imprévu et aux coïncidences? Est-ce qu'on les attrape au vol ou si on les... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les laisse couler puis on s'attend à ce que le patient réagisse ou si on lui montre? En thérapie, comment qu'on va travailler ça? C'est on va toujours être curieux. On va être curieux de... Regardez, vous avez vu ce film-là, il y a ça qui vous arrive dans votre vie, puis vous me parlez de ça. Donc, essayez d'être curieux des séquences thématiques. Il va y avoir des séquences thématiques à un moment donné qui vont révéler ces patterns-là ou qui vont activer ces patterns-là. Fait que le thérapeute va être curieux des répétitions et des séquences thématiques qui peuvent arriver dans la vie d'un patient. Donc, d'être curieux, de rester curieux des événements qui sortent de l'ordinaire
ou des rencontres qui sortent de l'ordinaire aussi, parce qu'un des buts de la psychothérapie, bon, c'est un traitement, la psychothérapie, qui vise une meilleure régulation des émotions, puis une meilleure satisfaction, notamment des relations interpersonnelles, la capacité de la personne à s'ouvrir à quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, qui est l'inattendu. Fait que ça va être des façons dont on va essayer d'aider notre patient à ce qu'elle soit, il ou elle soit plus curieux de l'inattendu, plus curieux de ce qu'elle n'avait pas prévu, plutôt que tout de suite se braquer, se fermer quand il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Quand on a parlé ensemble hors d'onde, il y a été question de l'échelle quantique. J'aimerais savoir le lien avec la synchronicité. Donc, dans les recherches actuelles, puis dans ceux qui sont à la fine pointe, là, il y a Atman Spencer, qui est un chercheur de haute pointe là-dessus, qui va faire ces explorations-là. Il y a François Martin aussi, qui a écrit sur François Martin, qui est un physicien. Ces gens-là vont explorer la dimension quantique comme étant une dimension de pure émergence de créativité, de pure émergence de nouveauté. Puis moi, j'ai écrit un article là-dessus pour essayer d'explorer. Puis c'est là qu'on est toujours en train dans des spéculations. On est vraiment dans des spéculations. Il existerait un ordre qui génère naturellement de la créativité et une forme de hasard, on pourrait dire, qui est vraiment de la créativité à l'état pur. Donc, pour certaines personnes, le monde quantique ou l'univers quantique, c'est un monde de créativité ou un monde de possibilités qui vont s'intriquer selon différentes conditions, différentes possibilités. Je ne suis pas un spécialiste en mécanique quantique, mais ce que j'ai lu et ce que j'ai exploré dans ces dimensions-là, puis dans l'article que j'ai écrit à travers notamment émergé d'un monde de hasard pur. Quand on dit hasard pur, c'est un monde qui n'a pas de cause et qui produit de la créativité, qui produit de la nouveauté, qui génère de la nouveauté. Il y en a qui vont parler du vide quantique comme étant la matrice de toutes les possibles. Il y en a qui associent ça à l'inconscient collectif. On est dans des spéculations. Mais pour avoir une certaine approche en lien avec la synchronicité, on pourrait imaginer, puis c'est toujours difficile à démontrer, qu'il existerait un ordre qui est profondément créatif parce qu'il n'a pas de cause. C'est un ordre créatif gratuit. Et ça, la gratuité, ça choque. Hein? On approche de Noël. Là. D'ailleurs, si tu as vu le film Oppenheimer, là, le meilleur cadeau de Noël, tapez-vous Oppenheimer, c'est un bijou de film. À un certain moment, à Noël, qui arrive comme cadeau de Noël? Niels Bohr. Niels Bohr arrive à Noël dans cette gang-là qui sont en train de construire la bombe atomique. Puis je trouve que c'est un super beau symbole du monde quantique. Il l'avait pas prévu, il était pogné dans le temps, c'était la guerre, fait qu'il ne peut pas traverser l'Atlantique. Puis là, à un moment donné, tu le vois apparaître. Puis Niels Bohr, régulièrement, c'est un de ceux qui ramenait, c'est lui qui disait à Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Bohr, il dit, qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Fait que lui, il était pour cet espace-là de créativité pure, donc de hasard pur. Et donc, Niels Bohr, c'est un des défenseurs de ce monde quantique-là, de ce monde créatif-là. C'est intéressant que tu parles de créativité parce que toi, je te connais, Jean-François, tu es un homme qui aime le jeu, c'est-à-dire jouer. Oui. Est-ce qu'on peut établir un lien entre le jeu et la synchronicité? Tout à fait. Est-ce que ça peut devenir un jeu? Tout à fait. Le jeu, c'est un espace. Hein. Si on va dans l'étymologie du jeu, ou un des étymologies du jeu, c'est un espace. Donc, quand tout est trop serré dans notre vie, quand tout est trop prévisible, là, de plus en plus avec l'intelligence artificielle, j'en parle souvent, mais de plus en plus, on va être dans un monde où les choses vont manquer de jeu. Tout va devenir un programme, un algorithme. Ben, la spontanéité, la créativité, l'émergence de quelque chose de nouveau, ça va être super important de garder un lien avec ça. Donc, tout à fait. Pour moi, l'espace quantique, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est un peu comme le quantique des quantiques, on pourrait dire. C'est un espace de créativité, de jeu. Et ce qui est intéressant, tu regardes tantôt, on parlait des archétypes. Quand tu regardes ce qui vient de sortir sur nos écrans cet été, les deux films les plus populaires cet été, Oppenheimer puis Barbie. Ah. C'était quand même intéressant. Moi, je les ai aimés les deux. Je les ai vus 5-6 fois les deux. Puis pour moi, ça parle de la même affaire. Le Barbie Land, c'est un monde quantique où tout est possible. Mais on peut pas manger pour de vrai. On peut pas... Puis, fait qu'on va avoir à composer de plus en plus avec un monde quantique, puis éventuellement un monde informatique, où tout va nous apparaître comme étant possible. Il va falloir faire des choix. Il va
va falloir qu'on fasse des choix dans toutes ces possibilités-là. Et est-ce qu'on des choix de vie, des choix de vie, des choix de sens? Est-ce que, par exemple, dans nos relations, on va toujours valoriser que les rencontres qui nous rapportent quelque chose ou qui nous font évoluer spirituellement, ou est-ce qu'on va s'ouvrir dans nos choix de relations à la gratuité, à la créativité, la spontanéité, puis les gestes gratuits? Donc, moi, je pense qu'on est une société qui a ces enjeux-là, puis la synchronicité amène ça comme questionnement. Quelle place on fait à la gratuité, la spontanéité? Mais est-ce qu'on en fait de la place? Est-ce que dans ce monde mercantile et consumériste, est-ce qu'il y a de la place pour la gratuité vraiment? Moi, je crois que ça prend un équilibre. Tu parlais de mercantile. Mercantile, c'est Mercure, c'est Hermès, c'est le dieu du commerce. Il est très associé archétypiquement. Puis là, je sors moins de mon chapeau de scientifique, plus dans mon chapeau, je dirais, d'artiste. Le symbole de Hermès, c'est le dieu du voleur c'est le dieu des voleurs en même temps. Fait que c'est un archétype qui est très sollicité dans nos sociétés actuellement. Dans son dark side, on va écouter les Cowboys Fringants. Ah oui, sur mon épaule. Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec de la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que de la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. On vieillit, les années passent, chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse. On essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous du temps qui s'enfuit de nos poches. Dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. Alors voilà, c'était une très très belle chanson des Cowboys Fringants, dont on a perdu le héros, si je pourrais dire, il y a pas très longtemps, Carl Tremblay. Je suis en compagnie de Jean-François Vézina et j'aimerais savoir, Jean-François, on se tutoie là parce qu'on se connaît depuis longtemps. Écoute, la synchronicité et le rapport avec l'autre, comment on se situe là-dedans? Ben, tu viens de résumer
terminer avec la toune des Cowboys fringants, Marie-Lou. Hein. Quel est notre rapport à l'autre, puis comment ça peut devenir difficile aujourd'hui de juste s'accoter sur l'épaule de l'autre. Moi, je pense que beaucoup est là, dans cette chanson-là. Toute cette question du rapport à l'autre, pour moi, elle est fondamentale aujourd'hui. D'arriver à mettre de la gratuité, de la créativité, de la spontanéité dans nos relations interpersonnelles et de laisser de la place à la dimension poétique dans nos rencontres. Je parlais des abeilles tantôt, de rester curieux, le jeu que je proposais, d'être curieux des symboles qu'on a dans nos relations, pour peut-être, avec la dimension poétique, redonner un petit peu d'espoir, un peu de sens, répondre à notre besoin de sens avec la poésie dans les rencontres, la poésie dans les relations. Moi, je dirais que c'est vers là. Puis la synchronicité, naturellement, nous amène là. Si tu lis Milan Kundera, si tu regardes les films de Kieslowski, c'est remettre de l'âme, remettre de la poésie dans nos relations. Puis moi, je crois que la synchronicité, c'est un petit peu ça, sa job. C'est de remettre de la poésie, de la gratuité, de la créativité dans nos liens et dans notre besoin de sens qui parfois peut être très, très teinté par une recherche de rentabilité, de productivité et de profit. À part du doctorat, Jean-François Vézina, est-ce qu'il y a d'autres possibles livres à écrire? Ben, là, j'ai de la misère à me trouver. On s'en était déjà parlé, mais ça fait partie de mon processus. Là. Depuis que j'ai publié Le Petit Dictateur, là, c'est bien de la misère, mais c'est correct. Comment dire? Aujourd'hui, je dirais que donc je laisse aller plus mon côté créatif. J'ai mon côté scientifique avec mon doctorat, mais je m'amuse beaucoup dans les médias sociaux. On a créé un institut imaginaire qu'on appelle l'Hôtel de Hilbert, l'Académie de la Fleur d'Or. C'est des espaces que personne n'a vraiment une idée de c'est quoi, mais on s'amuse beaucoup dans ces espaces-là. Je m'amuse beaucoup dans ces espaces-là. Ces espaces créatifs, finalement, où je suis curieux de comment ce ne sera pas les algorithmes qui vont décider des rencontres, mais plutôt la curiosité, le hasard. Fait que je favorise beaucoup ça dans les médias sociaux, la rencontre avec des affaires qu'on n'avait pas prévues. Et donc, je crée beaucoup de petits jeux comme ça, des jeux symboliques avec les films. Je continue de faire de la musique aussi. Je continue toujours de composer de la musique. Et je travaille à un projet qui s'appelle le projet Symphonicité, qui est une nouvelle façon de revoir la synchronicité à partir de cette métaphore de la symphonicité, comme si il y avait une certaine musicalité dans nos rencontres, une certaine vibration, une musicalité dans nos relations, et d'être à l'affût de cette musicalité-là. Dans les hasards nécessaires, je parlais des rencontres à deux, mais je suis curieux de comment 3, 4, 5, 6, des groupes se forment pour sous les hasards nécessaires. Fait que donc ça, c'est le projet Symphonicité, où on est en train d'explorer ça d'une façon plus artistique aussi. Donc, si je comprends bien, t'es pas en chômage. Moi, je connais pas tout à fait cette notion-là de chômage. Je suis toujours en train de créer quelque chose. Exactement. Donc, si vous voulez vous amuser, cherchez Symphonicité, Hilbert Hôtel, Académie de la Fleur d'Or, puis faites-vous-en pas si vous comprenez rien. Personne ne comprend de ce qu'on fait. C'est ça qu'elle fait. Ben, on peut interpréter et projeter tout ce qu'on veut à ce moment-là. Merci beaucoup, Jean-François Vézina, d'être venu nous voir. Et j'espère que ça va bien aller pour le doctorat, c'est certain, avec toutes les bonnes idées que vous avez en tête. Et avant de se laisser, on va écouter C'était un petit bonheur, Félix Leclerc. Et c'était un petit bonheur d'être avec vous parce qu'ensuite, on aura une petite chronique littéraire. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Marie-Lou. À bientôt. À bientôt. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié.
ma vie de désœuvré, jamais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin, d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Alors voici ma petite chronique littéraire. Je reçois beaucoup de livres en service de presse et j'ai envie de vous parler de quelques-uns de ceux-là. Il y a La mer de tranquillité d'Emily St. John Mandel. Elle renouvelle d'ailleurs le thème classique du voyage dans le temps à sa manière unique. C'est une histoire qui est vraiment envoûtante, qui entremêle époque et personnages. Ça va jusqu'au vertige. Il y a aussi Une nouvelle théorie du monde de Jeff Hawkins qui a été publiée aux éditions Multimonde, et c'est les recherches en neurosciences qui progressent chaque jour un peu plus, et elles suscitent dans leur sillage davantage de questions que de réponses en ce qui concerne l'intelligence. Donc il est beaucoup question, entre autres aussi, du cerveau, de la structure cérébrale et des processus sensorimoteurs que l'humain peut apprendre et emmagasiner avec cela une quantité phénoménale d'informations. J'ai oublié de vous dire que le livre précédent, La mer de tranquillité d'Emily St. John Mandel, ça avait été publié aux éditions Alto. Il y a aussi Femme philosophe, c'est un très très beau livre, 21 destins de combattantes, qui a été écrit par Maya Omamzik et ça a été publié aux éditions Fides. On a souvent oublié, volontairement exclu ou même ostracisé les femmes philosophes. Pourtant, elles sont vraiment nombreuses à avoir contribué à l'histoire des idées et chacune à leur manière, elles ont affronté et affrontent encore aujourd'hui les obstacles, que ce soit religieux, socioculturels, politiques et parfois même au péril de leur vie. C'est vraiment un très beau livre qui questionne l'ordre établi avec des postures parfois subversives, mais elle participe évidemment à l'évolution des sociétés et des mœurs. Il y a aussi le livre Terre ancienne de Gérald Garon qui a été publié aux éditions du Tulinois. C'est assez spécial parce que c'est un ancien professeur et il écrit des vérités à partir et les transforme en fiction pour qu'on puisse mieux les saisir. On est en 2048 dans son livre. Le premier vaisseau spatial interstellaire construit par l'homme quitte notre planète pour explorer un lointain système solaire et à peine rendu sur place, évidemment, c'est la catastrophe. Alors, seule une petite navette endommagée par l'explosion peut entreprendre le retour vers la Terre et elle y parvient, mais les survivants constatent qu'ils sont dans une région inconnue et surtout environ 35 000 années avant leur départ de l'espace. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous suggère de lire ce livre Terre ancienne de Gérald Garon, publié aux éditions Tulinois. Et dernier livre, c'est celui du Cœur du caribou. Le Cœur du caribou de Rita Mestococho, qui a été publié aux éditions Mémoire d'Encrier. Elle est d'ailleurs lauréate du prix littéraire du gouverneur général cette année 2023 dans la catégorie poésie, finaliste aussi prix Voix autochtone 2023 dans la catégorie
poésie publiée en français. Et c'est la force d'un peuple et sa grande humilité. C'est un très, très beau livre. C'est très poétique. Et le poète au cœur du caribou entend la voix de Madiba, Nelson Mandela. Et elle entend les tambours jaillir et leur son ressemble à ceux de son peuple. Lui, son cœur, c'est la paix et cette poussière qui soulève le ciel à l'infini.